Retour sur le plateau de BFM TV 2012 avec Pierre Moscovici et Axel Poniatowski. Bonsoir Monsieur Poniatowski, Bonsoir. Vous êtes le président UMP de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Et je vous propose à tous les deux déjà de parler de politique étrangère parce que évidemment il y a le printemps arabe, il y a les massacres en Libye et en Syrie, il y a l'attentat de Marrakech. Et dans ce livre des faits interdites, Pierre Moscovici, vous réclamez une politique étrangère de gauche. En quoi sera-t-elle différente de la politique étrangère actuelle? D'abord, il faut s'entendre sur ce qu'a été ou sur ce qu'est la politique étrangère de la France aujourd'hui. Ce n'est pas d'ailleurs le sujet sur lequel une élection présidentielle se joue, et ce n'est pas forcément d'ailleurs le sujet de polémique le plus sérieux, mais en même temps, il y a des valeurs qui s'expriment là. Et moi, ce à quoi j'appelle, c'est ce que j'appellerais une réelle politique des droits de l'homme. Je pense que le candidat Sarkozy, en 2007, avait eu cette intuition assez juste qu'il fallait changer des choses dans notre politique étrangère. Il avait eu des phrases assez fortes sur la façon de parler aux Russes, aux Chinois, aux grandes puissances. Il avait mis en avant la politique des droits de l'homme, et puis après, il a tout oublié. Il l'a oublié parce qu'il a été très sympathique avec les Chinois, parce qu'il a une relation avec Poutine qui est extrêmement forte, parce que, s'agissant des droits de l'homme, je pense à la Libye, par exemple, la réconciliation avec le colonel Kadhafi. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en fer de lance dans le combat contre ce régime, et on a raison, mais pendant tellement longtemps, on a voulu une réconciliation sur des bases économiques qui étaient absurdes. Le président de la République a été quand même extrêmement sourd à ce qui s'est passé pendant le printemps arabe, même si maintenant, il corrige un peu le tir. D'ailleurs, on a changé de ministre des Affaires étrangères, mais moi, je plaide pour une politique qui soit robuste, c'est-à-dire qui traite bien le binôme entre l'idéalisme. La France est un pays qui a des idéaux, qu'elle doit faire valoir à l'échelle de la planète, notamment la défense des droits de l'homme, de la démocratie partout, et le réalisme, c'est-à-dire protéger nos intérêts. Et il me semble qu'au cours des 4 dernières années, cet équilibre-là n'a pas été assuré. Nicolas Sarkozy est un homme énergique, il bouge beaucoup, il a aussi commis énormément d'erreurs. Je pense qu'il a créé de l'instabilité, qu'il a aussi méprisé l'appareil diplomatique. Il faut stabiliser les choses et avoir des principes, réalisme et respect des droits de l'homme. Axel Poniatowski. Je crois exactement l'inverse. Je crois que les droits de l'homme sont une des caractéristiques de la politique étrangère de Nicolas Sarkozy, beaucoup plus que ce n'a été le cas par le passé, qu'il s'agisse de Jacques Chirac ou de François Mitterrand. Et que on voit bien dernièrement, dans les derniers événements, qu'il s'agisse de la Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse de la Libye, qu'il s'agisse, on va voir ce qui se passera en Syrie, mais l'attitude et les initiatives de la France proposées par le président de la République ont été exemplaires. C'est lui qui a été à la manœuvre. C'est lui qui a été à la manœuvre pour qu'il y ait une résolution des Nations Unies, aussi bien sur la Côte d'Ivoire, qui demande le départ de Gbagbo, que sur l'initiative des forces aériennes en Libye, et le président de la République a été à la manœuvre. Et je crois que c'était très important. Et je crois que notamment ce qui a été fait en Côte d'Ivoire est très important. Ouattara avait gagné l'élection présidentielle, et finalement on aurait pu être dans une situation où tout le monde laissait faire comme d'habitude. Eh bien, Nicolas Sarkozy n'a pas laissé faire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Ouattara a pu prendre ses fonctions, et je crois que ça a une valeur d'exemple qui est très importante en Afrique, parce que c'est un message très important qui a été lancé à l'ensemble des pays africains, notamment dorénavant, on respecte les élections, on respecte le suffrage universel. Et en Libye, si Nicolas Sarkozy n'avait pas pris les initiatives qui étaient la sienne, appuyées par les Britanniques, je reconnais, David Cameron a été sur cette affaire tout à fait à ses côtés, et bien en réalité, la population de Benghazi était une population qui allait se faire exterminer. Et moi je pense, simplement pour conclure, je pense qu'aujourd'hui, la Libye est un régime à la guenille. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça se terminera, mais je pense qu'à un moment donné, la situation va complètement... les forces de Kadhafi seront dans une situation où ils seront obligés d'arrêter, de lâcher, et que le régime est sur le point de tomber. Encore une fois, ce n'est pas un sujet de polémique essentiel sur tous les thèmes. Mais d'ailleurs, sur ces deux sujets que vous avez évoqués, le respect des élections en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, qu'on le veuille ou pas, et je sais que ça a déplu un certain nombre de mes camarades socialistes, c'est vrai, mais moi j'ai toujours dit, et ça a été la position de Martine Aubry du Parti socialiste, que dès lors qu'il y avait eu des élections, qu'elles étaient reconnues, validées par la communauté internationale et par l'Union africaine, il fallait que le résultat soit entériné et que M. Ouattara prenne ses fonctions. On pourrait faire des petites observations sur la France, qui a quand même vraiment tenu la main jusqu'au bout, jusqu'à l'entrée de la résidence de Laurent Gbagbo, et demander aussi à ce que la France, qui a été très attentive à la prise de pouvoir de M. Ouattara, soit aussi vigilante sur le respect de l'intégrité physique de M. Gbagbo,
des gens qui l'ont supporté et qu'elle veille aussi à la réconciliation. Mais sur la Libye, de manière essentielle, moi je dis effectivement qu'il fallait intervenir, qu'il fallait le faire de cette façon-là, que le régime de M. Kadhafi doit tomber et qu'il est tout à fait légitime que nous soyons intervenus dans le cadre des Nations Unies. Mais je voudrais quand même revenir d'une seconde sur le passé, parce que là, M. Poniatowski, ce n'est pas malhabile, évoque 2 initiatives. Moi, je parle de ce qui se produit depuis 4 ans, et y compris depuis quelques mois. J'ai noté qu'au moment où le régime de M. Moubarak est tombé, la réaction du président Sarkozy a plutôt été une réaction inquiète, comme si c'était l'islamisme qui risquait de prendre le pouvoir. Je remarque qu'au moment de la chute de M. Ben Ali, et c'était Mme Agnew-Marie qui était ministre des Affaires étrangères, on a eu une espèce d'indifférence complète à ce printemps arabe. Alors qu'il y ait des rectifications aujourd'hui, je m'en réjouis. Quand la politique étrangère de la France va dans le bon sens, je pense qu'on peut faire consensus, mais moi j'appelle à une politique qui soit basée sur un certain nombre de principes. Et quand je parle réelle politique des droits de l'homme, les droits de l'homme ne se découpent pas. Il n'y a pas des moments où on les soutient et des moments où on ne les soutient pas. Et par exemple, s'agissant de M. Kadhafi, je rappelais tout à l'heure, vous n'étiez pas là, que nous avions ensemble animé une commission d'enquête sur la réconciliation à travers la libération des infirmières bulgares en 2007. Moi je dis que Nicolas Sarkozy, à cette époque-là, a été imprudent de faire confiance au colonel Kadhafi, et que ce régime était aussi mauvais à l'époque qu'il est aujourd'hui. Je voudrais quand même vous demander, M. Poniatowski, et vous aussi, Pierre Moscovici, mais réelle politique sur les droits de l'homme, on voit bien qu'en Libye, on n'a pas hésité à y aller, avec l'approbation de l'ONU. En revanche, en Syrie, où il y a des massacres également qui sont en train d'être perpétrés par le régime, là, on dit, mais c'est trop fort pour nous, on ne peut pas y aller. Non, sur la Syrie, on a condamné les initiatives prises par Bachar al-Assad qui ne sont pas admissibles, et aujourd'hui on considère que Bachar al-Assad a franchi la ligne jaune. Et par conséquent, mais en même temps, en Syrie, nous ne sommes pas dans notre zone d'influence, premièrement. Deuxièmement, la France ne va pas intervenir dans tous les pays. La France est déjà engagée en Afghanistan, elle l'a été en Côte d'Ivoire, elle l'est aujourd'hui fortement en Libye. La situation en Syrie, moi je considère que c'est une situation qu'il faut très fortement condamner, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus du tout simplement de maintien de l'ordre, mais il y a des massacres de population qui sont en cours, et par conséquent, c'est une situation qu'il faut clairement condamner, porter au Conseil de sécurité des Nations Unies, probablement commencer à faire approuver un certain nombre de sanctions. Autrement dit, on est dans un processus d'action à l'égard de la Syrie. Les choses ne se font pas du jour au lendemain de cette manière-là. Mais là aussi, je pense que le régime syrien aujourd'hui, alawite, est un régime qui est à bout de souffle. Pierre Moscovici, quand vous dites réelle politique, il faudrait intervenir en Syrie ? Écoutez, là-dessus, je ne vais pas non plus être dans une position forcément totalement différente. Encore, je voudrais quand même faire une petite nuance. Autant nous sommes dans notre zone d'influence, ou plutôt nous sommes dans un espace francophone quand il s'agit de la Tunisie, par exemple. Autant l'Égypte est un acteur tout à fait stratégique, autant en Libye, personne ne peut prétendre que la France est dans sa zone d'influence. Donc la France... Si je le dis comme ça, c'est parce que je pense en effet qu'il faut des principes, et que ces principes, ce n'est pas uniquement nos zones d'influence. Nous sommes une puissance qui a une capacité d'influence mondiale, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, et qui donc doit agir au nom de ces principes, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, que ce soit ailleurs. En effet, nous ne pouvons pas multiplier les foyers de conflit. Nous devons essayer d'agir différemment pour que ce régime alawite tombe, parce que je pense que ce n'est pas admissible ce qui se passe là-bas, que les massacres sont intolérables, qu'il faut un discours, un langage extrêmement fort, et que les Nations Unies, effectivement, aillent dans ce sens. Et le moment venu, nous verrons. C'est un processus qui se déroule, et la France ne doit absolument pas faiblir dans sa condamnation de ces massacres et dans son espoir que justement le printemps arabe aille et passe partout. Alors, je voudrais qu'on parle aussi de l'Europe. Axel Poniatowski, vous avez vu le livre de Pierre Moscovici. Il souhaite l'arrivée de nouveaux dirigeants qui portent vraiment le projet européen. Parce que Nicolas Sarkozy, quand on lit le livre de Pierre Moscovici, il a fait reculer l'Europe. Oui, alors là vraiment je trouve que Pierre Moscovici sur ce point-là est quand même assez mal placé pour porter ce type de jugement. Pourquoi ? L'Europe est réellement en panne et connaît de grandes difficultés depuis le traité de Nice. C'est un traité que vous connaissez bien, vous étiez ministre des Affaires étrangères à l'époque. Européenne à l'époque. Traité de Nice, décembre 2000, ça a été quand même un formidable échec, notamment sur
sur toute la façon dont s'est fait l'intégration beaucoup trop rapide et beaucoup trop importante de 12 pays supplémentaires, puisqu'on est passé de 15 à 27, ou 15 à 25 puis 27. Et puis deuxièmement, je veux dire, traité de Nice, on s'est fait complètement empapaouter par les Allemands. Et d'ailleurs, vous-même, à l'époque, vous disiez que nous étions probablement au plus bas de la relation... au plus bas de la relation entre la France et l'Allemagne. Et en réalité... Moi, je vous en veux pas, parce que dans tous les cas, vous étiez coincé entre Chirac et Jospin, et vous avez probablement plus subi le traité de Nice que vous en avez été acteur. Il se trouve néanmoins que ça a été, depuis le traité de Nice, depuis décembre 2000, il a fallu remonter la pente. Et qui est-ce qui a remonté ? Parce qu'il y a eu le traité de Nice, il y a eu le problème des agrandissements, il y a eu la diminution du nombre de commissaires français, il y a eu le fait que subitement les Allemands ont eu une parité différente avec celle de la France, alors jusqu'à maintenant la parité avait toujours été égale. Et puis ça a mené finalement, ce traité de Nice, à la défaite, le non à la Constitution européenne de 2005. Et finalement, après ça, il a fallu sortir de cette situation. Et qui est-ce qui a fait qu'on est sorti de cette situation ? Ça a été Nicolas Sarkozy. Ça a été Nicolas Sarkozy avec sa proposition de traité simplifié, le traité de Lisbonne. Je vous rappelle que lors de l'élection présidentielle de 2007, parmi les 3 principaux candidats, les 2 autres, c'est-à-dire Ségolène Royal et François Bayrou, que voulaient-ils faire ? Ils voulaient l'un et l'autre faire simplement revoter la Constitution. Revoter la Constitution européenne en l'état. Et ça aurait été de nouveau l'échec assuré. Et en fait, si on est arrivé à sortir de cette situation et à remettre l'Europe en marche, en réalité, c'est grâce à Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, tous nos partenaires européens sont d'accord pour le dire, sauf vous, au Parti socialiste. Et moi, je vais vous dire, je suis bien placé pour voir, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères, exactement ce que nous disent nos partenaires européens. Et ce qu'ils nous disent, c'est exactement ce que je vous explique. Alors Nicolas Sarkozy, sauveur d'Europe. C'est formidable. Mais d'abord, c'est une charge terrible contre le président de la République, Jacques Chirac, puisque je n'étais pas coincé entre Chirac et Jospin à l'époque, j'étais coincé entre Chirac et Chirac. Un ministre n'est qu'un ministre dans la Ve République, et c'est le président de la République de l'époque. Écoutez, j'ai vécu ces scènes, je les relate, pardonnez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Non, le Premier ministre, en cohabitation surtout, ne mène pas la politique européenne et étrangère. Et d'ailleurs, Lionel Jospin a toujours eu une attitude tout à fait différente à l'égard du président Chirac, disant c'est lui qui est le chef de la délégation au Conseil européen. Peu importe, ça c'est un aspect historique. Il y a une chose que je reconnais à Nicolas Sarkozy, tout en vraiment niant le fait que Ségolène Royal ait proposé qu'on revote la Constitution européenne, c'est totalement faux. Mais pardonnez-moi, je vais le dire comme ça. Pour ceux qui me concernent, et vous vous en souvenez peut-être, j'ai voté le traité de Lisbonne, ce que vous appelez le mini-traité. Non seulement je l'ai voté, mais j'ai été l'orateur socialiste devant le Congrès réuni à Versailles. Et je considère qu'il y a là-dedans un certain nombre d'innovations institutionnelles qui sont utiles. Donc là encore, ce n'est pas un sujet qui est un sujet de conflit entre nous. Mais il n'y a pas que les institutions. Il y a 2 choses supplémentaires. Il y a d'abord la façon dont elles sont incarnées. Et de ce point de vue-là, les choix qui ont été faits à l'initiative de Nicolas Sarkozy, des personnalités qui occupent les principaux postes européens. Madame Ashton, qui relève de l'erreur de casting. Monsieur Barroso, qu'on a choisi parce qu'il ne gênait personne, et qui est le plus mauvais président de la Commission européenne de l'histoire de cette institution. Et puis aussi Monsieur Van Rompuy, qui est un homme intelligent mais trop discret. Nous aurions pu, j'espère que vous en convenez, choisir des gens qui incarnent davantage les institutions européennes. Et donc, la deuxième chose, c'est que Nicolas Sarkozy est un homme à qui je reconnais ses vertus d'énergie. Par exemple, pendant la présidence française, il a été actif sur la crise financière, mais pas actif sur la crise économique, pas actif sur la crise sociale. Il ne respecte pas profondément les institutions européennes. Et moi, vous savez, je ne suis pas président de la Commission des Affaires étrangères, mais je connais un peu l'Europe. J'ai le sentiment qu'on a l'impression, dans les capitales européennes, qu'il y a une espèce de condominium qui s'installe, franco-allemand, que l'Europe elle-même en tant que telle n'avance pas. Et je voudrais une politique étrangère française plus européenne, justement, parce que l'Europe ne peut pas être considérée comme un problème. L'Europe, c'est pas uniquement ses nations, c'est pas uniquement la France et l'Allemagne, c'est aussi ses institutions et c'est cette relance européenne que j'appelle de mes vœux. Écoutez, moi, je me suis exprimé sur le sujet, et notamment pendant la présidence française. L'attitude de Nicolas Sarkozy et de la France, me semble-t-il, a été exemplaire et saluée. Ça a été la crise géorgienne. Et je sais que vous critiquez la crise géorgienne. Résolue aux conditions russes, oui, en effet. Non, mais vous la critiquez tout simplement parce que l'Abkhazie du Sud et l'Ossétie du Sud, plutôt, sont tous les deux aujourd'hui sous influence russe. C'est vrai. Sauf que le reste de la Géorgie est indépendante. Je veux dire, vous n'auriez pas eu l'intervention de Nicolas Sarkozy, et vous le savez parfaitement bien, la totalité de la Géorgie aujourd'hui serait occupée par les troupes russes. Ça n'est pas le cas. Vous conviendrez quand même que c'est une résolution
de la crise en question, qui s'est fait par un dépeçage de la Géorgie et qui était exactement le plan que visait M. Poutine. Et de ce point de vue-là, je veux bien reconnaître que Nicolas Sarkozy a été utile au maintien de la paix. Je dis en même temps qu'il a cédé. Et c'est un exemple de ce que je disais sur la relation complaisante avec Poutine. Il y a beaucoup de temps de retard. Il a cédé. Il a cédé. Il n'a pas cédé. Je veux dire, il a été obligé de se rendre à une situation que l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie étaient occupés. Bon, les troupes russes ne s'en sont pas retirées. En revanche, il a évité que les troupes russes aillent jusqu'à Tbilissi et envahissent la totalité de la Géorgie. S'agissant de la crise financière, là aussi, je crois que l'attitude de la France a été absolument exemplaire et d'ailleurs saluée par tout le monde. Je veux dire, je pense que vous allez faire un mauvais procès que de ne pas le reconnaître. Parce qu'il va nous rester 2 minutes, une minute chacun peut-être pour dire comment on peut s'entendre avec l'Allemagne, mais vraiment en 1 minute, Axel Poniatowski. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une union L'Europe marche bien. L'Europe, enfin, c'est depuis le départ. L'Europe marche bien lorsque le couple franco-allemand marche bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, le couple franco-allemand ne marche pas parfaitement bien. Et on l'a bien vu encore lors de la crise libyenne avec les déclarations et l'attitude de M. Westerwelle, qui ont été une attitude que nous n'avons pas compris. Alors, nous reconnaissons simplement au fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est dans une situation de coalition qui lui rend très compliqué de pouvoir mener, je le qualifierais, une politique qui soit tout à fait cohérente sur le plan européen et dans sa relation avec la France. Néanmoins, moi, je pense que la relation franco-allemande est quelque chose de tellement important que sur l'essentiel, et lorsqu'il s'agit de l'essentiel, nous nous retrouvons. On l'a bien vu de nouveau lors des derniers sommets. Et je pense que la marche doit continuer. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que, s'agissant de l'Europe, c'est que ça n'est pas que la problématique de la relation franco-allemande. Ce que je pense, c'est que nous avons agrandi l'Europe trop vite, qu'il faut absolument que nous ralentissions cet élargissement aujourd'hui et qu'au contraire, il faut que nous l'approfondissions parce que personnellement, je suis tout aussi européen, si ce n'est plus encore, que Pierre Moscovici. Alors, 1 minute, Pierre On Moscovici. ne peut pas discuter des degrés d'européisme. Simplement, nous ne sommes pas, je pense, européens exactement de la même façon. C'est logique. Il y a aussi un débat sur cette conception-là. Mais s'agissant de la relation franco-allemande, je conviens tout à fait qu'elle est aujourd'hui d'une singulière médiocrité. Et ça fait longtemps que ça dure. Ça ne marchait déjà pas extrêmement bien entre Chirac et Schröder, en tout cas pendant le premier mandat de Jacques Chirac. Le second a été marqué par l'opposition à la guerre en Irak, mais l'entente profonde n'était pas là. Et quant à Sarkozy et Merkel, c'est pas non plus, c'est un couple mal assorti. Moi, je pense qu'il faudra absolument qu'il y ait une relance spectaculaire de la construction européenne après 2012 et qu'elle repose sur une entente franco-allemande poussée beaucoup plus loin. J'appelle ça, moi, une union franco-allemande. Et je pense qu'il faut un traité nouveau, qui soit un traité qui vraiment nous unisse. Et voyez-vous, je pense que peut-être un président français germanophile, quelqu'un qui, je crois, ait compris les Allemands et qui les comprend, sera proposé une nouvelle donne. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez qui je veux dire ? Et donc, moi, ma proposition, c'est une union franco-allemande qui sera proposée par la France aussitôt après l'élection de 2012. Simplement, tout en faisant à ce que les intérêts français soient parfaitement bien défendus. N'ayez pas peur, nous ne souhaitons pas les brader. Je pense qu'il faut mélanger idéalisme et intérêt, idéalisme et réalisme. Croyez-moi, nous ne sommes pas, nous, des laxistes et des gens qui veulent brader la France. Merci beaucoup Axel Poniatowski d'avoir été avec nous ce soir. Nouvelle séquence maintenant. Qui êtes-vous ? Tiens, qui êtes-vous ? Ah non, il y a une publicité avant, pardon. Et dans un instant, qui êtes-vous ?